Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Petit, député des Français de l'étranger, notamment pour la région d'Europe centrale et des Balkans. Monsieur le député, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup de participer à cette interview. je vous en prie. Vous revenez tout juste d'une visite en Ukraine. Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez vu sur place et notamment sur le plan humanitaire? Oui, donc ce n'est pas ma première. Je fais partie d'un réseau de parlementaires nationaux européens qui a été d'ailleurs mis en place bien avant la guerre, rassemblant des parlementaires de l'Union européenne et également des parlementaires ukrainiens. Nous avons appelé ça depuis le début de la guerre Uni pour l'Ukraine, United for Ukraine. Et je crois que c'est le 4e voyage que nous faisons à nos collègues ukrainiens. Parce que nous avons tout de suite décidé que si eux arrivaient à travailler en Ukraine, ça voulait dire qu'on était capable d'aller travailler avec eux en Ukraine aussi quand il fallait. Donc là, nous étions invités par le président du Parlement pour le jour de l'indépendance, d'abord le jour des drapeaux, le 23, puis le jour de l'indépendance. Et donc, nous en avons profité pendant 2 jours pour faire des séances de travail, comme nous faisons de manière assez régulière avec l'ensemble des commissions du Parlement ukrainien, sur les sujets évidents de reconstruction, d'avancée, de stratégie, de savoir où ils en sont, de savoir de quoi ils ont besoin, d'éclairer les éventuels, comment dire, malentendus ou incompréhensions qu'il pourrait y avoir entre les nations. Voilà. Et puis moi, j'en ai profité également, comme je partais pendant 2 jours, j'ai rajouté 2 jours où je suis parti avec un collègue ukrainien dans une ville qui s'appelle Tchernihiv, qui est à la frontière avec la Russie et avec le Bélarus. Voilà, parce que d'abord, j'ai des contacts là-bas, il y a un entrepreneur français aussi que je voulais voir. Je voulais surtout voir la question de la reconstruction, c'est-à-dire voir le chantier, qu'est-ce qui se passe, où en sont les populations. Et j'ai été donc accompagné pendant les 2 jours par un collègue ukrainien député. Et donc là, j'ai pu voir et me rendre compte d'une part de l'étendue de ce qu'il y a à reconstruire, et aussi de la, comment dire, de la force de la société, je dirais à la fois politique locale et société civile ukrainienne. On dit souvent que cette guerre a resserré la nation ukrainienne, enfin les Ukrainiens autour de leur nation. Et moi, ça fait plusieurs mois que je dis ce que je ressens et que j'ai pu vérifier à cette occasion, c'est que la société ukrainienne s'est aussi rassemblée grâce à cette agression autour de ses institutions. C'est-à-dire que je pense que nous irons plus vite qu'avant. C'était quand même encore un pays fragile sur le plan de la démocratie, de la corruption. Et j'ai l'impression que les gens ont été devant l'urgence, travaillent de plus en plus, comme nous avons l'habitude de le faire en Européens. J'ai vu des médecins réorganiser leurs hôpitaux, non pas uniquement parce qu'ils ont été un peu abîmés, mais aussi parce qu'il faut travailler mieux, il faut travailler plus vite, des écoles. J'ai visité la centrale thermique. Enfin voilà, donc j'ai vu un certain nombre de choses qui font un pays effectivement très touché. Tchernihiv, c'est quand même une ville qui a été assiégée pendant 27 jours, sans électricité, sans eau pendant plusieurs semaines, quand même. Donc d'immenses chantiers. Quand il y a un chauffage centralisé, ce qui est une très bonne chose, mais qu'on a bombardé la centrale, c'est compliqué à remettre en route pour l'hiver. Donc voilà, mais énormément de force, énormément de détermination, de calme dans les gens que j'ai rencontrés, qui n'étaient pas que des élus. J'ai rencontré des élus, j'ai rencontré le président de la région, j'ai rencontré donc mon collègue, mais j'ai aussi rencontré des associations, l'association des femmes leaders, j'ai rencontré un centre d'accueil des handicapés. Enfin, j'ai rencontré vraiment des gens qui étaient là et qui étaient prêts à travailler et qui travaillaient, quoi. Alors, on comprend que sur place, il y a donc ce fort niveau de mobilisation, tant de la part de la population civile que des pouvoirs publics. Mais en France, on a le sentiment qu'ici, l'opinion est dans une certaine résignation face à ce conflit qui perdure.
qu'est-ce que vous voudriez dire à nos compatriotes qui sont donc de leur côté moins mobilisés qu'au début du conflit? Je ne sais pas s'ils sont moins mobilisés. Vous savez, on a chacun son analyse. Moi, je crois qu'il y a des choses qui ne se mesurent pas. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que cette guerre est aussi notre guerre. C'est une guerre entre deux modèles. D'un côté, un modèle de ce qu'on essaye de faire depuis la sortie de la guerre en Union européenne, qui est d'essayer de partager des enjeux supérieurs à nos disputes. Voilà, pour être très simple. Donc on considère qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur tout, mais qu'il y a des enjeux qui doivent être au-dessus de nos divergences. On dit unis dans la diversité. Il y a quelque chose que je rappelle souvent et que je pense qu'il faut que nos concitoyens à l'Ouest, surtout les jeunes générations, réintègrent. L'Union européenne, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé sur un coin de table en s'embrassant et en buvant un coup. Quand nous créons la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la première fois que deux États ennemis héréditaires décident de mettre ensemble un enjeu majeur, de dire, bon, ok, voilà, mais ça, on va le gérer ensemble. Mais en plus, ce qu'on oublie, c'est qu'à ce moment-là, le conflit est encore là. La SAR est française. La SAR est française pendant encore 10 ans après la guerre, plus de 10 ans. Le bas de Wurtemberg, ce n'est pas l'Allemagne. C'est une zone où il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer de manière un peu violente parce qu'ils pensent qu'un jour, ça sera la France. C'est notre Donbass. C'est notre Donbass. C'est une zone un peu grise où on ne sait pas qui va être quoi, où on se dispute dans la rue. On se traite, avant le référendum, en Sarre, on disait ceux qui allaient voter pour l'Allemagne, ils disaient à ceux qui allaient voter pour la France, du Speck Franzosen. T'es un Français du lard. Hein, t'es pas un vrai Français, mais tu vas voter français parce que tu as envie de manger. C'est dans cette ambiance-là qu'on crée la décision de mettre quelque chose ensemble et de construire. Et on l'oublie, ça. Et c'est notre modèle. Modèle qui finit aujourd'hui, on a 24 langues officielles, on est obligé de tous se mettre d'accord, on a énormément d'institutions pour travailler ensemble malgré nos divergences, qui sont grandes, parfois conflictuelles, mais nous gérons nos conflits en humanistes. Et de l'autre côté, on a un modèle qui dit, ben, ici, vous parlez russe, ou bientôt vous parlerez tous russe, donc c'est moi le chef. Voilà, c'est un modèle impérialiste, unilingue, uniculturel, et qui est un modèle de contrôle et de violence, culturelle. Et si on laisse passer ça, on n'a plus rien à dire au monde. Donc c'est notre guerre, c'est aussi notre guerre. Et alors, que répondriez-vous à des leaders tels que Marine Le Pen, qui, eux, font un peu une instrumentalisation politique de certains sentiments de fatigue? Et pensez-vous qu'au contraire, la France est appelée à jouer un rôle déterminant? Oui, et puis dans ma position, c'est vrai que je suis aussi l'élu des Allemands. Moi, je dis le franco-allemand a quelque chose à jouer, à dire, regardez, nous étions ennemis héréditaires, et c'est au moment où nous étions encore des ennemis que nous avons construit quelque chose qui dure au bout de 80 ans. C'est ça que nous devons dire, c'est ce message. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose. Je suis pas dans la morale, moi. Je suis pas en train de dire il y a des méchants qui agressent des gentils. Je suis en train de dire j'ai envie de vivre dans ce modèle-là. J'ai envie que les petits-enfants de mes petits-enfants, ils aient plusieurs langues maternelles, plusieurs langues dans lesquelles ils travaillent. Ben, je suis en Allemagne, je vous parle de Brême. Voilà, je viens de discuter avec le responsable des chœurs franco-allemands. Voilà, ça existe. Ça a un dynamisme. Je suis dans la ville où il y a Airbus. Ça a un dynamisme, ça. Et ces deux modèles, c'est pas il y en a un qui est gentil et l'autre qui est méchant, c'est qu'il y en a un qui marche dans le 21e siècle et qui va aider le 21e siècle à se vivre, et il y en a un autre qui est suicidaire. Voilà, d'ailleurs, il y a des problèmes aujourd'hui en Russie, ça je pourrais le dire, Madame Le Pen, qui prétend que la Russie ne souffre pas. La Russie souffre en ce moment. La Fédération de Russie souffre. Je parle de la Fédération de Russie. Elle souffre, bien évidemment, non seulement économiquement, mais aussi parce qu'il y a des questions qui remontent sur, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait des régiments tchétchènes et qu'on ne mobilise pas à Saint-Pétersbourg parce qu'on n'y arrive pas. Donc tout ça, c'est des choses qui font que c'est bien nous qui sommes en jeu.
C'est pas une vague idée, des choses qui ne nous regardent pas. Voilà ce que je lui répondrais, AI, parce que je pense que Madame Le Pen étant députée, et moi aussi, le débat viendra un jour. Merci beaucoup pour cet échange. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.